Surdicécité et communication. La surdicécité, c'est une situation de handicap qui n'est pas l'addition d'une surdité et d'une cécité, mais la combinaison de ces deux déficiences sensorielles, entraînant des profils complexes et atypiques. Souvent, les questions suivantes se posent. Les personnes en situation de surdicécité peuvent-elles entendre? Peuvent-elles parler? Communiquer, penser? Ces personnes sont comme tout le monde des êtres de communication. L'échange est un besoin fondamental. Tout comme il y a plusieurs surdicécités, il y a plusieurs profils de communication. Il y a des gens qui parlent, car leur surdité est apparue sur le tard. Il y en a d'autres qui utilisent la langue des signes française. Ou la langue des signes tactile. Et certains ont recours au braille. Ou encore au braille manuel. Attention, la modalité d'émission du message n'est pas forcément la modalité de réception de celui-ci. Certaines personnes utilisent une modalité pour s'exprimer et une autre pour recevoir le message. Et il existe des outils de communication spécifiques. Comme le tadoma ou le lorme. Pour exemple, une personne qui s'exprime à l'oral peut utiliser le tadoma en réception. Une autre, qui aurait un champ visuel restreint, peut utiliser la langue des signes pour s'exprimer et avoir besoin de langue des signes cadrée, c'est-à-dire adaptée avec un espace de signes plus restreint pour recevoir le message. Si la surdicécité survient dans les premiers mois de la vie, alors la communication haptique, les objets symboles et les pictogrammes peuvent convenir pour soutenir la communication. La communication ne se résume pas à l'utilisation d'une même langue entre deux personnes. Communiquer, c'est avant tout être en relation avec l'autre. Partager une expérience, une pensée, une émotion. Et cela peut se faire de mille manières, par la voix, le regard ou le toucher. Qu'importe le comment, pourvu qu'il y ait de l'écoute et la volonté de s'accorder à la personne. Séverine Clément, conseillère référente formatrice au CRESAM, nous en dit un peu plus. Comment les personnes en situation de surdicécité communiquent-elles? Certaines personnes ont un langage, au sens commun du terme, c'est-à-dire un système linguistique construit avec une syntaxe et des codes et utilisé par un groupe de personnes. D'autres personnes développent leur propre forme de langage spécifique à elles. Et que le langage soit codé, ou non, ou pas encore, il y a toujours de la communication. Nous pouvons soutenir la communication en nous appuyant sur les modalités sensorielles qui sont disponibles, même partiellement, chez les personnes. La vision, l'audition, le toucher
le mouvement, après avoir vérifié avec elles quelles sont leurs modalités sensorielles préférées. C'est à nous, partenaires, d'aller sur leur terrain de communication qui varie en fonction de leurs besoins, leur vécu, leurs compétences et du contexte. Les formes de communication varient en fonction des différents types de surdicécité, primaire, secondaire et tertiaire. La surdicécité primaire concerne les personnes qui naissent avec une double déficience sensorielle ou qui l'acquièrent dans les premiers mois de la vie avant les prérequis au langage. Le défi pour les partenaires est de les observer explorer le monde, de reconnaître et d'encourager leurs initiatives de communication pour les soutenir dans le développement de leurs compétences. Prenons l'exemple de Grégory. Grégory est un homme de 40 ans qui est né avec une rubéole congénitale et qui vit en établissement depuis son enfance. Son accompagnement nécessite de la proximité, de la disponibilité, de l'écoute et surtout de partager avec lui des expériences riches et fortes en émotions. La réalisation d'un système de communication qui évolue avec ses compétences lui permet de soutenir son expression. Lorsqu'il rentre chez ses parents, la première chose que fait Grégory, c'est de frotter ses pieds nus sur le tapis de jonc dans le salon. À l'établissement, Grégory a des objets références, c'est-à-dire des objets qui font référence à son expérience spécifique. Et celui qui représente la famille, c'est le même morceau de tapis de jonc. Lorsque Grégory prend cet objet et qu'il le frotte entre ses mains, c'est à nous partenaires de se saisir de ce geste et vérifier avec lui s'il souhaite parler de ses parents. La surdicécité secondaire concerne les personnes qui naissent sans ou avec une déficience sensorielle et qui deviennent double déficientes au cours de leur vie. Pour elles, l'enjeu va être de s'adapter à de nouvelles modalités de communication. Prenons l'exemple de Virginie. Virginie est une jeune femme de 20 ans qui est née avec un syndrome Usher de type 1. Elle est née sourde et présente une pathologie visuelle, la rétinite pigmentaire. Elle communique en LSF visuel avec son entourage. Lorsqu'elle sort le soir, elle passe en LSF tactile pour mieux percevoir le message et participer plus facilement aux conversations. Prenons l'exemple de Karine. Karine est une jeune femme de 35 ans qui est devenue malentendante et malvoyante à l'âge de 10 ans à la suite d'une méningite. Karine communique à l'oral avec son entourage. Lorsqu'elle se retrouve dans un environnement bruyant, elle a recours à une méthode qu'on appelle le LORM qui consiste en des points de contact dans la paume représentant les lettres de l'alphabet. La surdicécité tertiaire concerne les personnes qui naissent sans ou avec une déficience sensorielle et qui deviennent double déficientes avec l'avancée dans l'âge. L'enjeu pour elles va être de s'adapter à une nouvelle modalité de communication qui peuvent leur prendre plus de temps du fait de l'âge. Prenons l'exemple de Patrice. Patrice est un homme de 84 ans qui vit au domicile avec sa femme. Il est né sans déficience sensorielle et a acquis une presbyacousie et une DMLA. Il communique facilement à l'oral avec son entourage. Lorsque son environnement est bruyant, Patrice a recours à l'écriture fictive, c'est-à-dire que ses partenaires lui écrivent les lettres de l'alphabet dans la paume de sa main pour lui faire passer le message. La communication est un besoin vital pour tous. Même en situation de double déficience sensorielle, le désir de communiquer, d'être en contact avec le monde et d'y prendre part reste intact et possible grâce à des partenaires engagés, un environnement soutenant et des outils et techniques adaptés. Et bien sûr, toujours en s'appuyant sur les compétences et les intérêts des personnes. Conclusion. Une personne ne se résume pas à son handicap. Et bien qu'elle soit en situation de double déficience sensorielle, elle est avant tout une personne qui reste actrice de ses choix. Dès lors que les partenaires s'engagent dans le dialogue et adaptent leurs modalités d'échange, LSF, braille, etc., toute communication est possible.